En 2013, le pape François a rendu vénérable Rosalie Cadron-Jeté. Un nom peu connu, pourtant son hôpital, les Sœurs de la Miséricorde, est passé à l'histoire. Il a été ouvert jusqu'en 1972 et par la suite, les Sœurs de la Miséricorde ont ouvert d'autres établissements de l'Ontario jusqu'en Équateur. L'œuvre de Rosalie Cadron-Jeté a beaucoup inspiré. L'œuvre de Rosalie Cadron-Jeté a sauvé des milliers de femmes, des milliers de pauvres femmes qui, sans ça, auraient pu accoucher dans des conditions extrêmement difficiles et pénibles. Rosalie est née en 1794. Elle est devenue veuve très vite, donc elle se retrouve avec 12 enfants. Il y en a seulement 5 qui ont vécu et elle se retrouve donc veuve, illettrée, sans argent et pour gagner sa vie, elle est cordonnière. Mais elle avait un confesseur qui était Monseigneur Bourget, l'évêque de Montréal. Et c'est lui qui a commencé à lui demander si elle pouvait trouver des foyers pour accueillir les filles mères qui venaient frapper à l'évêché puis qui demandaient de l'aide. Mais il est venu à un moment donné où il y en avait trop. Elle les a pris chez elle, dans son grenier. Puis encore là, le nombre a grossi. Elle était elle-même sage-femme parce que sa mère lui avait enseigné le métier et elle s'est pris des compagnes aussi pour aider. Ce qui frappe beaucoup, c'est la pauvreté des lieux. Ils n'avaient pas de quoi manger, ils n'avaient pas d'espace. Et normalement, les autres œuvres avaient de l'aide, des gens qui donnaient de l'argent. Mais là, elle, dans son cas, ils n'avaient pas d'aide. Parce que les bienfaiteurs jugeaient leur œuvre. Elles étaient les compagnes de Rosalie, les pionnières, étaient considérées comme des... elles encourageaient le vice. Les filles mères qui arrivaient ici, quelques-unes sont couturières, mais la plupart sont servantes. Elles sont souvent engrossées par leur patron. Alors, si elles refusent ces avances, elles se font mettre à la porte. Si elles les acceptent et qu'elles tombent enceintes, elles prennent la porte aussi, puis souvent avec leur gros ventre et sans leur gage. Près des 3/4 ont entre 12 et 25 ans. On peut d'ailleurs croire que, je ne sais pas moi, les 45 qui ont entre 12 et 15 ans, là, les plus jeunes, que c'est des cas d'inceste ou des cas de viol dans les familles. Peu importe les circonstances de leur grossesse, les filles étaient considérées comme les seules, les uniques responsables de leur sort. Les parents chassaient leurs filles de la maison parce qu'ils avaient honte. Au siècle précédent, donc au 18e siècle, ça ne se passait pas du tout comme ça. Une jeune fille tombait enceinte, le père allait voir le jeune garçon et il concluait une entente. Mais au 19e siècle, je pense que c'est un siècle qui était beaucoup plus fermé, beaucoup plus sévère. C'est sûr qu'après la conquête, les religieux français sont arrivés ici aussi. Il y a eu la Révolution française en France et tout ce qui nous était arrivé a été considéré comme une punition du ciel. Alors, à partir de ce moment-là, les mœurs se sont refermées et on a commencé à considérer que c'était un péché et c'était évidemment un péché pour les femmes. Alors, les filles tombées, l'expression « fille tombée » vient de là, tomber dans le péché. Moi, je suis tombée enceinte à 18 ans. J'ai accouché à 19. À ce moment-là, c'était en 94. J'avais terminé le secondaire, j'avais commencé le cégep. Quand je suis tombée enceinte de mon fils, il y avait déjà des services, il y avait déjà de l'aide aux jeunes mères. C'était peut-être moins médiatisé. On était encore énormément dans le préjugé. Le terme fille-mère ou mère-fille flottait encore dans l'air. C'était pas le terme accepté. On sentait bien qu'on pouvait plus dire ça. Le fille-mère, c'est-à-dire ta vie est gâchée, etc. Puis tu vas être une sous-personne jusqu'à la fin de tes jours. Mais il y avait encore cette idée-là dans l'air de tu vas gâcher ta vie, etc. Parce que la famille nucléaire était encore en majorité. Il y avait beaucoup d'enfants du divorce, il y avait beaucoup de familles reconstituées, mais c'était les familles anormales. Donc moi, j'étais anormale plus. Mon dernier roman s'intitule « Mara M ». C'est inspiré de mon parcours de mère monoparentale et on suit une mère et son fils sur une période de 22 ans. Je suis allée dans la fiction parce que ça me permettait d'aller revisiter pour moi les émotions, les contextes, toute la texture en fait d'une époque qui est terminée pour moi parce que mon fils est adulte aujourd'hui. Et ça permettait d'une part de montrer qu'il y a des façons différentes que la victime et la misère de vivre la monoparentalité. Beau côté de l'histoire,
En fait, c'est que c'est toujours l'enfant. C'est toujours le lien qu'on développe avec notre enfant. Ça nous fait grandir beaucoup, tout croche, en désordre, mais ça nous fait grandir, ça nous donne une perspective sur les choses. Recevoir une belle enfance, recevoir un soutien, recevoir de l'amour, on donne ça. Voir son enfant heureux à l'âge adulte, peu importe comment on y est arrivé, c'est toujours très, très beau.